Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Ravi de vous retrouver sur la scène virtuelle cette année des Up Day. C'est un grand plaisir et une grande fierté pour Spring Project d'être partenaire pour la deuxième année. En propos introductifs de cette matinée, je vais vous emmener visiter le monde de l'innovation dans la supply chain. Vous pourrez interagir avec nous sur le chat et nous allons y poser un certain nombre d'informations complémentaires de façon à ce que nous puissions vous donner le maximum d'éléments que nous pouvons. Bien évidemment, mon propos ne sera pas exhaustif, ça serait beaucoup trop long et pas très pertinent. Comme vous le savez tous, la supply chain est un monde qui est devenu majeur dans cette crise Covid. Donc ce propos reprendra aussi un certain nombre d'éléments liés à la crise. Tout d'abord, pour ouvrir le débat, un petit rappel, pourquoi Spring Project se permet de faire ce propos exhaustif, enfin en tout cas au maximum exhaustif sur l'innovation, c'est tout simplement notre métier. Notre métier, c'est de faire de la veille. Certains appelleraient ça de l'intelligence économique à l'échelle internationale sur toutes les grandes tendances dans la supply chain et on le fait exclusivement pour des très grands groupes dont un certain nombre d'entre eux sont présents sur cet écran. Pour eux, nous travaillons toute l'année à observer tout ce qui se passe et à les aider à choisir les axes stratégiques d'innovation qu'ils mettront en œuvre dans leurs entreprises. Donc, pour démarrer, déjà, un facteur majeur, le monde change. Ce monde, il devient connecté et comme vous le voyez, beaucoup de choses autour de nous, grâce à un certain nombre de technologies, se mettent à se parler. Smart City, Smart Energy, Smart Data, Smart Building et bien évidemment, le monde du futur de la supply chain deviendra smart, d'où ce terme qu'on utilise toujours chez Spring Project, la Smart Supply Chain. Alors, quelles sont les tendances clés de cette Smart Supply Chain? Déjà, pour comprendre ces évolutions, il faut comprendre le contexte de l'évolution. Premier facteur disruptif ou facteur de transformation, la démographie. Bien évidemment, nous vivons dans un monde global. Ce monde subit des changements. Le premier changement, c'est l'évolution des populations qui ont tendance à se concentrer dans les grandes villes et les grandes villes grandissent en permanence. Ce n'est pas un facteur local, c'est un facteur international. Je vous invite pour ça à aller voir les données de l'ONU par rapport à ça. Deuxième facteur de transformation, l'aspect réglementaire. De nouveau, ce n'est pas un sujet local, ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet global, à la fois local, national, international. Partout, le monde change, principalement sous la poussée des enjeux RSE. Troisième facteur disruptif, les habitudes de consommation. Alors là, pour le coup, on a vu l'accélération des changements de consommation avec l'impact sanitaire du Covid. Et on voit bien les conséquences dans les schémas supply chain qu'il peut y avoir derrière. Le quatrième facteur, c'est évidemment les évolutions technologiques. La supply chain, anciennement appelée logistique, univers très industriel, évoluait relativement lentement, comme tous les univers industriels, mais l'avènement des nouvelles technologies dans lesquelles nous allons nous promener dans les slides suivants amène beaucoup de transformations et une accélération de ces transformations, et les technologies se mettent au service des trois autres éléments que vous voyez à ma gauche, ces changements d'habitude, ces contraintes démographiques et ces contraintes réglementaires. Alors, chez Spring Project, on a l'habitude de dire que dans les métiers de supply chain, les marges sont faibles. Du coup, on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, il est important de choisir ses combats. Choisir ses combats, ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans l'effet de mode et qu'il faut suivre les tendances et mettre en œuvre des choses au bon moment. Voilà, rapidement brossé, toutes les tendances qu'on peut suivre dans notre secteur, avec une partie d'entre elles, et je vous laisse les lire, qui sont des choses qui se passent actuellement, mais je vais y revenir juste après, des choses qui vont se passer d'ici 3 ans, et des choses qui se passeront dans les 3 ans, voire au-delà de ça. En clair, il faut travailler aujourd'hui sur ce qui est en cours, il faut commencer à observer ce qui se passera dans les 3 ans, et il faut avoir un œil porté vers le futur, sur un certain nombre de sujets, mais qui sont liés à des problématiques technologiques, d'évolution, des problématiques réglementaires. On ne peut pas les traiter aujourd'hui, ça n'a pas encore de sens. Alors, commençons par une tendance majeure, l'accélération de la gestion des retours. Alors, la gestion des retours, c'est un sujet complexe depuis longtemps dans la supply chain. Il se trouve que depuis quelque temps,
des startups, et aujourd'hui le propos va essayer de mettre en valeur les startups françaises, crise sanitaire, crise économique, essayons de défendre aussi l'écosystème français. Un certain nombre de startups françaises sont en train de devenir des champions de ces sujets-là. Pour vous les citer, et vous l'aurez dans le chat, on pourrait citer Colibac, Reversio ou ShopRunback. Il y en a d'autres, mais vous voyez, ce sujet-là, qui est complexe à gérer depuis longtemps, est en train d'être pris en main par des startups qui apportent des réponses simplifiées et qui permettent d'accélérer cette gestion et au passage les attentes des consommateurs. Deuxième tendance majeure, que d'ailleurs je vais associer avec la troisième parce qu'elles sont souvent assez conjointes, tout ce qui concerne le dernier kilomètre ou le premier kilomètre. Alors, quand on ne baigne pas dans l'univers supply chain, en effet, premier kilomètre, dernier kilomètre, on peut se demander un petit peu de quoi je parle. Premier kilomètre, l'idée est plutôt de dire j'ai un produit dans un magasin, je vais aller le chercher pour l'amener directement au domicile du consommateur. Dernier kilomètre, c'est plutôt j'ai commandé un produit online, il va m'être livré chez moi. Donc, on parle de ces propos-là. Il se trouve que ces univers-là ont explosé. Alors déjà, ils sont très matures depuis un certain nombre d'années. Le dernier kilomètre, on en parle depuis longtemps, avec toutes les problématiques de gestion de la livraison en ville. Le premier kilomètre, on en a beaucoup parlé et ça a beaucoup accéléré du fait de la crise Covid. Il y a pléthore en France de start-up pertinentes, performantes, qui sont en train de devenir des leaders nationaux, voire internationaux. Et comme toute économie qui devient mature, on est plutôt dans une logique actuellement de rapprochement, de concentration, parce que les volumes sont là et que donc on peut imaginer des rentabilités à long terme sur des territoires de jeu plutôt européanisés. Je vais vous citer un certain nombre de ces champions français: Bring, Coliweb, Stuart, Box2Home, Swoopin, Wing, Cubin, Urbi. Il y en a encore d'autres. Mais vous voyez que cet univers-là est depuis longtemps maintenant attaqué par ces entreprises innovantes. Autre facteur majeur actuellement, le développement des micro-hubs urbains. Alors, finalement, c'est assez logique. On a mis 40 ans à faire reculer tous les entrepôts de la ville, et un certain nombre de chercheurs français vous diraient que tous les 10 ans, ils reculent de 5 km. Certes, c'est logique, pression du foncier, pression des contraintes, mais quand on veut faire de la logistique durable et que le cœur des villes est la zone dense de consommation, c'est inadapté. Du coup, un certain nombre d'acteurs sont en train de se réapproprier la ville. Certains sont des grands groupes, je vais citer FM Logistique ou DB Schenker qui vont commencer à prendre des hubs dans la ville, mais certaines startups aussi viennent avec des visions nouvelles autour de ces sujets-là et recréent de la valeur dans des sites qui a priori n'étaient pas des sites logistiques. Prenons comme exemple Urbi, porté par le groupe La Poste, ou Urban Hub, qui sont des nouveaux acteurs entrants sur ces sujets de la ville. Autre tendance, un peu plus nouvelle, il faut le dire, mais qui a vraiment un sens majeur, c'est la dissociation entre le transport, la livraison et l'installation. C'est vrai qu'historiquement, on voyait des entreprises venir livrer et les livreurs en même temps assurer le montage. Certaines startups arrivent en disant non, ça, on peut peut-être le dissocier et on peut peut-être dire on met des gens spécialisés dans le transport et de l'autre côté, on met des gens spécialisés dans le montage et on organise des tournées où les uns et les autres se croisent et se retrouvent pour être le plus efficace possible. Je citerai une start-up réellement pertinente qui s'appelle Delivening sur le sujet. Autre tendance qui est dans l'air du temps, le développement de tout ce qui est optimisation d'entrepôts. Alors vous me direz, on n'a pas attendu les années 2020 pour optimiser les organisations d'entrepôts, on est d'accord, ça fait très longtemps qu'on a des WMS pertinents dans ces sujets-là, sauf que des nouvelles technologies, souvent appelées IA, intelligence artificielle, beaucoup diraient attention, l'IA c'est quand même que de l'intelligence prédictive, je suis relativement d'accord avec ça aussi, néanmoins on voit qu'aujourd'hui on revient sur ce sujet, qu'on peut encore gagner des points d'optimisation des entrepôts. Je citerai à ce propos-là 2 startups françaises extrêmement pertinentes sur le sujet, Vecchia et Amia System. Tendance un peu plus lointaine, mais qui quand même va devenir assez rapidement majeure, il va falloir rentrer dedans, c'est tout ce qui touche
aux objets connectés. Alors là, les objets connectés, il faut élargir un petit peu le spectre du débat. Bien sûr que c'est des enjeux de multiples technologies, RFID, IoT, alors avec les réseaux LoRa ou Sigfox, bien sûr, 4G, 5G. La vraie question est de se dire comment ce monde connecté va nous apporter quelque chose dans nos organisations et quels outils on devra mettre en œuvre par rapport à quels besoins. Tout le sujet aujourd'hui est là, chacun de ces outils est pertinent. La vraie question, c'est à quel moment il est pertinent, à quel moment il ne l'est plus. Donc, je peux utiliser les RFID dans un certain nombre de contextes. Je vais basculer, pourquoi pas, sur l'IoT dans d'autres contextes. Et est-ce qu'il vaut mieux Sigfox ou LoRa, ou est-ce que les deux ne sont pas complémentaires sur certains aspects? Enfin, aujourd'hui, on peut déjà faire des choses avec la 4G, mais qu'est-ce que la 5G nous apportera demain? Ça, ce sont des questions auxquelles les entreprises devront répondre, mais elles devront pour ça définir le cadre de leurs ambitions et derrière comprendre en quoi ces technologies vont apporter des réponses sur des parties. Il n'y aura a priori pas de solution unique, donc il faudra s'adapter à ça. Autre tendance qui va arriver assez rapidement, les problématiques d'industrialisation des véhicules de dernier kilomètre. Alors, ça veut dire quoi? C'est super aujourd'hui d'utiliser des vélos cargo électriques, voilà, des nouveaux moyens de livraison. On est tous très contents. La limite de ça, c'est que les volumes ne permettent pas une vision étroite. Comment voulez-vous livrer 1 million de colis en région parisienne quotidiennement avec des startups qui fabriquent quelques vélos électriques? Non, le sujet n'est pas là. Si vraiment on veut déployer ces solutions, il faut que les fournisseurs qui construisent ces véhicules partent à l'échelle industrielle. Ils doivent grandir, ils doivent se rapprocher, ils doivent être financés, ils doivent rentrer en grands groupes. Je n'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est quand je suis un très grand opérateur de transport, La Poste, UPS, FedEx, qui vous voulez, j'ai des centaines et des centaines de véhicules. Donc je ne peux pas reposer ma stratégie sur des toutes petites entreprises qui vont fabriquer mes véhicules. Dans cet univers-là, on peut citer déjà des entreprises très pertinentes comme Cariole, comme VUF ou comme Vélivélo. Toute la question sera comment on aide ces startups à passer à l'échelle industrielle pour être les vrais partenaires du futur de ces grandes entreprises qui ont des réels besoins. Autre sujet complexe, terriblement complexe, le monde maritime. Alors déjà, le monde du maritime a un enjeu sur la transition énergétique majeur et c'est un univers complexe parce que bien évidemment, quand j'investis dans un porte-container, le ROI n'est pas à 3 ans mais à 30 ans. Donc je fais le pari en 2020 ou 2021 de ce que je ferai ou de ce que sera ce bâtiment en 2050, 2051 et il sortira de l'eau à ce moment-là. Donc déjà, j'ai un grand sujet autour de la transition énergétique et c'est pas simple. Mais aussi, cet univers-là vit sa propre révolution avec des startups extrêmement pointues, extrêmement pertinentes, qui remettent en cause un petit peu ce qui était en place depuis bien longtemps. Et toujours pour mettre en avant nos startups bleu, blanc, rouge, j'en citerai quelques-unes, Baiko, Wakeo, Oversea, Shiptify. Je vous invite à regarder ce que font ces startups et ce monde maritime sera un univers extrêmement instructif et intéressant dans les années qui viennent. On va se projeter un petit peu plus loin. Dans les choses qui vont venir dans nos univers métiers de la supply chain, toute la robotique autonome. Alors vous me direz, la robotique, c'est pas nouveau dans la supply chain, on est bien d'accord. De nombreux grands acteurs à l'échelle européenne maîtrisent ces sujets depuis longtemps. Et vu qu'en plus de ça, en France, on a une filière d'ingénieurs extrêmement pertinents dans le monde de la robotique, on a beaucoup d'atouts. Certes, mais aujourd'hui, les robots deviennent autonomes et l'intelligence artificielle, l'analyse accélérée de la data permet des nouvelles approches robotiques. Je vous invite à regarder ce que font Sherpa, développé par Norcan, ou iFollow. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas encore à des échelles industrielles, mais dans 3-4 ans, ce sera sans doute un peu partout dans nos entrepôts. Et j'entends souvent parler de la problématique de robotique avec l'emploi. La vraie question à se poser, la robotique rentrera dans notre univers, donc défendons ces entreprises pour créer de l'emploi dans les gens qui les fabriquent, ces robots, plutôt que de les subir. Dernière tendance, un peu plus encore futuriste, mais mon propos sera imagé juste après
par une vidéo la logique des véhicules autonomes de livraison. Alors là, vous allez me dire, Fabien, tu nous emmènes dans Star Wars ou dans je sais pas quoi. Fabien, il vous emmène nulle part. Fabien, il observe ce qui se passe dans le monde entier. Et il est évident que dans quelques années, ces sujets de véhicules autonomes de livraison arriveront. Alors, aujourd'hui, il y a des problématiques bien évidemment technologiques, il y a surtout des problématiques juridiques. On ne peut pas mettre en circulation des véhicules autonomes demain. Les protocoles à mettre en œuvre ne sont pas encore prêts, les contextes ne sont pas encore prêts, et c'est un petit peu comme la dronique. Il y a des contextes juridiques à l'échelle internationale, différents d'un pays à un autre, donc bien sûr que ces sujets-là ne sont pas demain matin. Toutefois, vous avez une entreprise qui travaille déjà avec des grands groupes comme La Poste, qui s'appelle TwinsHill, donc je vous invite à regarder ce qu'ils font. Et je vais citer une start-up allemande, parce que pour le coup, ils développent quelque chose de réellement intéressant, et il faut aussi regarder ce qu'ils font, c'est Spring. Voilà pour ce tour relativement panoramique. Il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder, mais on est en début de matinée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à chatter avec moi en direct, et je vous apporterai des réponses. Bien évidemment qu'il y a toujours, la supply chain, c'est un territoire extrêmement vaste et je ne me permettrai pas de penser que je suis un expert de tous ces sujets. Toutefois, vous avez déjà une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui. Pour imaginer mon propos, je vais vous lancer une première vidéo de ce qui se passe déjà aujourd'hui. Cette vidéo tirée de ce que fait Alibaba en Chine, bon alors ça c'était avant que leur président disparaisse, hein, peut-être, mais toutefois, ça c'est déjà une réalité sur un territoire qui va un peu plus vite que nous pour tout un tas de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas. C'est une vision, mais c'est plus qu'une vision vu que c'est déjà en œuvre, et cette vidéo elle a déjà 2 ans, donc comme quoi le robot immerge complètement notre univers. Quand il y a des volumes, il y a des nouvelles solutions. Maintenant, une vidéo un peu plus prospective, mais là, j'ai pris le cas d'un grand groupe qui construit des voitures et qui nous donne sa vision de la logistique dans le futur, c'est le groupe Ford. Il me reste à vous souhaiter une excellente matinée de conférence. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. J'espère que nous aurons l'occasion de retrouver une vie normale et de nous retrouver physiquement. J'espère aussi que nous aurons l'occasion de repartir sur la route internationale de l'innovation et avec nos partenaires du Hub Institute, de nous retrouver au CIS de Las Vegas ou au NRF à New York. Le monde innove, donc on ne peut pas rester sur nos territoires. Donc je vous souhaite à tous de faire attention à vous, une excellente santé et une excellente année 2021. Bonne journée.